suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Vivian. Bonjour Raphaël. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc Vivian Mériguet, tu es fondateur de l'agence digitale Wild Solutions. On s'est connus à Hong Kong où tu as passé pas mal de temps. Je sais que tu es de retour en Europe, en Suisse plus précisément. Tu vas nous raconter tout ça plus en détail. Mais pour commencer, je vais te demander de te présenter brièvement, de me dire qui tu es, Vivian. Oui, déjà merci pour l'opportunité. Effectivement, Hong Kong de 2011 à 2020, et désormais je suis à Genève là depuis 6 mois. Et donc je suis le fondateur de Wild Solutions, qui est une agence digitale 360 qui a été fondée originellement à Hong Kong en 2014, et on accompagne les marques sur tout ce qui est transformation digitale et amélioration des performances en ligne, que ça soit à travers du référencement, des réseaux sociaux et du développement de sites internet. D'accord, donc transformation digitale, tu peux faire des sites internet pour une marque, pour une entreprise, et tu peux l'aider à avoir du trafic par du SEO, voire même de la pub digitale en général, pour donc amener du trafic sur ce site. C'est ça dans l'idée ? Exactement. On essaye d'être le plus 360 possible sur la partie digitale. Donc on fait pas de offline, on fait pas d'activation offline, mais vraiment sur la partie digitale, on a une offre très complète. On va les aider à la fois sur la partie créative, donc créer le site web, le développer, la partie web design, et la partie contenu design, donc qui va notamment s'appliquer sur les réseaux sociaux. On fait les calendriers des réseaux sociaux, les calendriers éditoriaux, et sur la partie qu'on va plus appeler push marketing, où là on va utiliser des outils comme effectivement le référencement naturel, le référencement payant, et les social ads aussi qui fonctionnent très très bien pour booster les performances et améliorer la visibilité des marques de nos clients. Alors les objectifs peuvent être différents. On peut travailler pour des marques de e-commerce où là l'objectif ça va être la vente, mais on a aussi des marques qui viennent nous solliciter pour de l'awareness pure ou pour de la lead acquisition, notamment sur tout ce qui est B2B, pour alimenter les Salesforce derrière, donc capter des leads pour faire connaître les marques en général. Donc on a un positionnement qui est vraiment intéressant, dans le sens où on a quand même un gros portefeuille de clients western entre guillemets. Alors c'est pas forcément que des marques qui sont basées en Europe, hein. Pour beaucoup c'est des marques qui ont un point d'ancrage en Asie, mais on va les aider à comprendre le marché asiatique, à faire le relais, et à localiser leur marketing. Donc on rentrera peut-être un petit peu dans le détail plus tard, mais il y a plein de sous-aspects de la localisation marketing, que ça soit en offline et en digital. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on intervient le plus. Ouais, tout à fait. Non, tout ce que tu nous dis, ouais, c'est hyper intéressant, un petit peu technique. Donc il y a plein de choses dans lesquelles on peut rentrer un peu dans les détails. Mais voilà, déjà pour mieux comprendre l'histoire, donc dis-nous un peu comment tu es arrivé en Asie, donc à Hong Kong en particulier. Comment ça s'est passé au début déjà ? Est-ce que tu as pris une claque en arrivant ? Qu'est-ce qui t'a surpris ? Et comment est-ce que tu as été amené à monter cette entreprise ? Et comment elle s'est développée ? Parce que je crois que maintenant vous avez des bureaux à Hong Kong, Genève que tu viens d'ouvrir, Luxembourg, Singapour, Paris, c'est ça ? Oui, exactement. On a une grosse présence historique en Asie, donc le gros de la holding avec 20 collaborateurs est situé à Hong Kong. On a ouvert Singapour récemment, il y a même pas un an, avec une bonne première année malgré le Covid. Et l'Europe, on avait commencé à le développer il y a 3 ans, donc avec un de mes associés qui était retourné en Europe, au Luxembourg. On travaille beaucoup avec Paris pour le coup, et moi-même qui suis de retour à Genève pour développer, parce que Genève, il y a un marché intéressant, notamment des jolies marques qui sont intéressées par développer en Asie. J'ai pu le constater. Voilà. Alors comment je suis arrivé à Hong Kong ? Je me souviens avoir dit à ma mère que je partais pour 1 an maximum, et j'y suis resté 9 ans. Donc c'était vraiment chaque année à Noël la tristesse, et c'est vrai que ça va tellement vite. Donc l'idée au départ, donc moi je viens du web depuis très longtemps, donc grâce à mon associé principal qui est Lug, qui m'a poussé là-dedans, alors qu'à la base moi, je fais des études de droit, j'étais directeur juridique dans un courtage en assurance, donc absolument rien à voir. Et un matin il m'a dit, c'était en 2007-2008, il m'a dit on
on a découvert le référencement naturel, c'est génial. Alors ça existait déjà, hein, je dis pas que le référencement naturel a été inventé en 2008, mais si tu veux, à l'époque, c'était pas très très développé en France en tout cas. Et à Ce qu'on l'époque, appelle aussi SEO, c'est ça? voilà, le SEO, Search Engine D'accord. Optimization, le fait d'être bien ranké, d'être bien positionné sur tes mots-clés sur Google, et donc d'amener du trafic qualifié sur ton site derrière qui va convertir. D'accord. Et donc du trafic naturel, à contrario de la pub. Exactement. Où là, tu vas acheter ton trafic quelque part. Donc le SEO a un coût, mais bon, c'est quelque part c'est un investissement et une fois après ça tourne un peu tout seul. Alors que la pub, ben voilà, il faut vraiment payer chaque pub et essayer de la convertir. C'est exactement ça. Tu me dis, hein, c'est toi l'expert. Tu me dis si je résume bien. C'est très bien résumé. Le référencement naturel, c'est des efforts plus long terme. C'est énormément basé sur le contenu. Ça va être long, donc c'est un investissement aussi, mais qui est différent. Mais effectivement, une fois que tu es positionné, après derrière, tu as juste un petit peu de maintenance à faire. Après, le référencement payant, c'est effectivement tu utilises le programme Google Ads et tu payes, tu achètes des clics et tu as tout de suite du trafic. Donc l'avantage, c'est que tu as tout de suite du trafic et donc tout de suite des conversions, tout de suite des ventes. Le désavantage, c'est que c'est pas long terme comme investissement. Mais généralement, les deux stratégies sont complémentaires. Mais donc à l'époque, pour revenir et pour la faire courte, il m'a fait découvrir le référencement naturel et on a monté un certain nombre de projets avec souvent le même business model. On se mettait dans une niche marché. Donc ça pouvait être les assurances, ça pouvait être notre première grande réussite, c'était dans l'investissement immobilier locatif. Ça, on a fait beaucoup de sites aussi dans le fitness. Et donc l'idée, c'était amener du trafic qualifié dessus et derrière le convertir avec de la pub, en captant des leads, en les revendant derrière, en créant des databases. Et on a fait plein de projets. On avait monté une petite équipe de 5 personnes à Lyon. Il y en a beaucoup qui n'ont pas marché et il y en a certains qui ont très très bien fonctionné. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en Asie un petit peu. Au départ, on s'est retrouvé à avoir un petit peu de sous quand même. Et on allait voir des experts fiscaux qui nous ont dit c'est peut-être aussi l'occasion de partir pour partir à l'aventure aussi, hein. C'était un petit peu ça l'idée, et aussi d'optimiser. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on s'est retrouvé en Asie. Ah, t'as monté ta première agence à Lyon avant de venir à Hong Kong, c'est ça? Exactement. Ouais. Dès qu'on a eu l'occasion de partir, on est pas. Alors en fait, pour dire la finalité, on voulait absolument aller au Japon parce qu'on était un petit peu geek sur les bords. Enfin, on l'est toujours. Ouais. Et puis on s'est vite rendu compte que le Japon c'était compliqué. À la fois, tu as juste créé une structure depuis la France par rapport à la facilité de Hong Kong, ça n'avait rien à voir. Et puis la barrière de la langue était beaucoup trop grande. Donc on nous avait conseillé Hong Kong ou Singapour. On s'était dit on fait 15 jours à Hong Kong et ensuite 15 jours à Singapour et on choisit ce qui nous plaît le plus. On a atterri à Hong Kong donc en mai 2011 et puis on n'a jamais quitté, on n'est jamais allé à Singapour. Enfin, j'y suis allé depuis entre-temps, mais on a vraiment eu le coup de foudre. On s'est tout de suite fait happer par la ville et que ça soit au début c'était surtout privé, hein. C'est vrai que on est arrivé, on s'est vraiment marré les 6 premiers mois comme tous ceux qui arrivent en Asie. On a beaucoup déconné, on s'est même retrouvé coincé pour l'anecdote 6 mois à Macao. Donc on est resté que 3 mois, on a eu des problèmes de visa. Il y en a un de nous de l'équipe qui s'est pris à l'immigration, il a eu un petit souci et du coup, le temps qu'on nous fasse des visas, on a dû prendre des appart-hôtels pendant 6 mois à Macao en 2011. Donc t'imagines sans pouvoir revenir sur Hong Kong. Sans pouvoir revenir sur Hong Kong, coincé à Macao. Parce que pour expliquer, Macao est juste en face de Hong Kong, on peut y aller c'est quoi, c'est 1 heure de bateau, c'est ça à peine? Ouais, voilà, ouais. Maintenant il y a un pont même que j'ai jamais fait, mais ils ont fait un pont immense qui relie les Macao. Ouais, le pont, un sacré pont, hein, un gros investissement. Et moi, je l'ai pris l'année dernière. Il y avait personne sur le pont. Je crois que ça a coûté, je sais plus combien de milliards. Assez impressionnant. Mais donc voilà, se retrouver coincé à Macao pendant 6 mois comme ça, je connaissais pas. Mais donc, ouais, non mais l'enfer du jeu, c'est ça. C'est ça. On faisait ça tous les soirs. Alors, on jouait pas beaucoup, mais en tout cas, on allait boire des coups dans les casinos. Et à l'époque, on pouvait fumer des cigarettes encore à l'intérieur. Ça fumait de partout. Enfin, c'était assez fou. Ça a bien changé depuis. Voilà. Et donc voilà, et donc arrivé à Hong Kong, et donc là on était toujours sur ce même business model. On a monté une petite équipe ici et on a tenté des projets plus locaux, d'autres projets internationaux. Je passe vite. Ensuite on a investi. Donc comme on est devenu une agence, parce que on vient vraiment du monde de la start-up web avec mon associé, on vient pas du tout du milieu agence. On n'a jamais travaillé en agence avant, on n'avait pas du tout les réflexes. Ce qui s'est passé, c'est que en 2014, on avait par opportunité investi dans un petit fonds en France.
confiance on avait et notamment dans par l'intermédiaire de ce fonds, dans une start-up qui s'appelait Exoplus, qui sortait le premier drone loisir de l'époque. Il avait dit, je le connais, c'était un gros Kickstarter, non? C'était un gros Kickstarter et on les a accompagnés. Je les avais croisés à San Francisco, ils avaient des bureaux là-bas. Ouais. Ah bah donc t'as croisé mon associé Luc là-bas, parce qu'on a fait 2 CIS à San Francisco. Tu les as vus au CIS ou Non, dans les bureaux, je crois que vous aviez des bureaux qui étaient à côté de Gyroscope, comment il s'appelait, la boîte lilloise qui faisait une caméra 360. C'est bien possible qu'ils. D'accord, mais mais je vois très bien, c'était un beau projet. Ouais, très beau projet. Ouais. Qui existe toujours d'ailleurs, mais ils ont en B2B maintenant. Ils font des drones et c'est une très belle boîte. Et donc investisseur de cette boîte-là. Voilà, mais du coup ils nous ont je savais pas du tout. Ils nous ont sollicité sur la partie marketing et on les a accompagnés sur tout, notamment c'était le début des social ads, des Facebook ads. Donc 2013-2014, ça existait déjà avant, mais c'était vraiment l'explosion où tu pouvais avoir des super performances. Et donc on les a accompagnés là-dessus et ça a été avec la spécificité de pouvoir vraiment cibler une target, par exemple sur Facebook, c'est ça, où tu peux vraiment définir ton audience, la meilleure audience possible, les gens qui vont recevoir ta pub et être la meilleure target. C'est un peu ça la force des social ads, c'est ça? Exactement. On travaille pas des mots-clés. Les mots-clés c'est sur Google, sur les réseaux sociaux on travaille des audiences. Donc c'est pas du tout la même logique. Une audience ça va être par exemple targeter pour Exoplus par exemple tous les fans de GoPro parce que c'est une marque équivalente, ou tous les fans de surf ou de grosses marques de surf entre telle tranche d'âge, tel lieu géographique. Après tu peux avoir des niveaux de targeting très élevés et très très précis en fonction des Voilà. Extrêmement fin, c'est même un peu flippant. J'invite tout le monde à tester la plateforme. C'est quoi? C'est Facebook Ads, c'est ça? Facebook Ads Manager. Et on peut choisir quasiment une personne qui habite dans tel quartier, qui a tel statut social, qui est marié ou non, qui a tel hobby. Enfin, c'est assez effrayant, quoi. La précision du truc. Mais bon, très 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 puissant, quoi. Ouais. Extrêmement puissant. En fonction de ta consommation que tu vas avoir sur Facebook et sur Instagram, tu vas donner extrêmement de données à l'outil sans même le savoir, parce qu'en gros ils ont mis des pixels sur tous les sites où tu vas, donc ils connaissent exactement tes centres d'intérêt. On peut là, si tu veux qu'on reste dans le flippant, tu peux choisir sur Facebook de targeter des femmes enceintes, et tu peux même choisir le mois. Je suis à 6 mois, je suis à 9 mois, mon gamin il a 6 mois, il a 1 an, parce que tu vas pas leur proposer les mêmes produits derrière. Donc on peut savoir si tu as une douche ou si tu prends des bains en fonction de si tu habites en ville ou dans un appartement. Enfin, c'est hyper puissant. Maintenant en plus il y a la reconnaissance d'image, donc ils savent si tu es en train de faire du karting, ils savent si tu es en train de te balader dans un mall. Enfin voilà. On pourra en parler des heures, mais c'est un super outil. On sait un peu l'Asie, quoi. C'est passionnant, mais c'est voilà. D'accord. Vas-y, continue. Voilà. Et donc ça s'est bien passé. Super Kickstarter. Allô. Attends, je crois que la connexion coupe un peu. Excuse-moi, vas-y, ça revient. C'est reparti, vas-y. Tout bon. Ouais, je disais donc pour revenir sur Exo et le Kickstarter, 3e plus gros KS français de l'époque. On a levé 1,2 million. Enfin, ils avaient levé 1,2 million US dollars. Et derrière, ils nous ont dit, c'est super les gars, on va continuer de vous solliciter pour la partie marketing. Et vous allez nous accompagner. C'est comme ça qu'on a monté, là pour le coup, une plus grosse équipe en Asie. On les a suivis pendant 2 ans. Où après ça, c'est un petit peu compliqué avec les autres acteurs qui sont arrivés sur le drone pour eux. Mais voilà comment on est devenu une agence. Ça a été avec un premier gros client qu'on a accompagné sur du conseil, alors que on pensait pas du tout faire ça. C'était pas du tout dans les plans. Et puis une fois qu'on était, ensuite les choses sont allées très vite. Donc on a eu vraiment une croissance organique. Donc là, je te parle, je suis en 2014-2015. Ensuite, on a commencé un peu à networker pour le coup, notamment ceux qui nous avaient beaucoup aidé, c'est la chambre de commerce française, à rencontrer des jolies marques qu'on pourrait accompagner sur la partie localisation. On a fait des conférences, on a fait un certain nombre de choses sur les sujets. Et la CCI t'a aidé, je t'interromps une seconde, c'est-à-dire par ces événements organisés par la chambre de commerce où tu étais présent et tu rencontrais des clients, ou est-ce qu'il y a eu d'autres manières où la CCI t'a aidé? Alors la CCI à Hong Kong, je la trouve extrêmement pertinente.
performante et elle nous avait aidé sur pas mal de points, aussi sur du conseil. Mais non, vraiment. Alors après, il faut jouer le jeu. C'est sûr que c'est pas prendre son membership et il se passe des choses. Mais ça permet de faire les événements et puis surtout de l'opportunité de présenter tes services à travers des conférences où tu vas donner de la valeur, de l'inbound offline, pour employer un terme technique, où tu vas venir par exemple présenter des techniques de référencement. Ça va susciter de l'intérêt chez les marques et derrière tu entres en discussion avec eux. Donc ça avait beaucoup fonctionné. Alors pas que la CCI française, d'autres chambres aussi, puis d'autres super réseaux. On en parlera. Il y a plein de choses à faire. Ça va 100 à l'heure à Hong Kong pour ça. Donc quand tu sors un petit peu de tes bureaux et que tu prends ta petite mallette et que tu vas rencontrer du monde pour proposer ce type de service, ça fonctionne bien. Bon, après c'est sûr qu'il faut être bon et il faut délivrer, mais voilà. Et donc là, c'est comme ça que de façon organique, on a commencé, on avait 5 clients et 5 ans après, on en a 200 et avec une très très bonne rétention, une offre à Singapour désormais qui nous paraissait très pertinente et voilà. Donc après, ça, on rentre un petit peu plus dans le détail de la croissance de l'agence, mais désormais, on est vraiment très fiers de ce qu'on a réussi à faire en partant de zéro entre guillemets, on non pas du milieu des agences, avec une super équipe. Tout ça, c'est grâce évidemment aux gens avec qui on travaille, et c'est extrêmement important de bien s'entourer. Donc du coup, on va avoir une équipe de locaux et de western entre guillemets, pas trop D'accord, ouais. western, mais voilà, on a moitié. Toute votre équipe est sur votre site internet, j'ai vu, avec un trombinoscope assez original. Oui, en effet. Vous avez mis les photos d'enfants, des photos d'enfance de vos collègues. Ouais, ça plaît beaucoup. Ouais. Je sais plus qui a eu cette idée-là, mais effectivement, ça plaît beaucoup. Et c'est ça le but. C'est ton site internet. Rappelle-nous ton URL pour que les gens aillent jeter un coup d'œil. C'est wild.solution avec un S. D'accord. Wild.solution. Donc une équipe, donc tu as quand même pas mal de Français, c'est ça, mais une équipe mixte avec des Asiatiques, des Hongkongais en particulier. Dis-nous un peu, c'est quoi ton équipe? Ouais, exactement, moitié français, alors pas que, on a un Italien et sinon des Hongkongais, des Chinois, on a 2 Hongkongais d'origine philippine. Aussi, voilà. Donc c'est assez international. Ça peut bouger. Donc voilà. Plutôt, c'est ça l'intérêt, c'est que la marque, elle va avoir envie d'avoir un contact point en français, en tout cas en anglais, et derrière nous on fait le lien avec les locaux qui eux vont vraiment localiser le contenu, parce que l'enjeu de la langue est absolument énorme en marketing en Asie, enfin comme partout, mais voilà, c'est un des grosses problématiques quand tu veux te développer en Asie sur la partie marketing. Il y a l'aspect langue, mais langue ça va avec aussi de l'aspect culturel derrière qui est énorme. Je veux dire, c'est pas simplement engager une boîte de trad sur ton contenu pour traduire de l'anglais au cantonais. C'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Il faut qu'il y ait tout l'aspect culturel derrière. C'est vraiment essentiel. Oui, bien sûr. Et juste sur Hong Kong, enfin en général, un client typiquement, il va vouloir un site pour Hong Kong, ou ça va être un scope APAC, comment ça se passe? Alors, on fait beaucoup de Hong Kong. Je dirais que c'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires, mais de plus en plus, c'est régional, et notamment sur des plus grosses marques. Donc là, oui, on va devoir se débrouiller pour intervenir sur des pays comme l'Indonésie, comme on fait beaucoup la Thaïlande, beaucoup Taïwan, Singapour, et de plus en plus aussi Japon, Corée, qu'on nous demande, où on a des relais sur place. Donc ça va dépendre des logiques des clients, et évidemment la Chine continentale, où là on a une agence partenaire, dont on le fait pas directement. On a juste un spécialiste WeChat et Weibo en interne, mais il peut intervenir sur des petites missions. Mais quand c'est lourd, on travaille avec une agence qui est basée à Shanghai. Ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux et ça se passe très très bien. D'accord, ouais, pour les spécificités de l'environnement chinois. Exactement. Et donc, c'est typiquement, donc là, quand on parle sur le côté web, c'est des sites vitrines, c'est des sites e-commerce, c'est quoi en général tes projets? Alors au niveau des industries qui reviennent quand même assez souvent, mais alors ça peut être les deux, ça peut être des e-shops, ça peut être des sites vitrines. Alors après, nous on n'est pas une boîte d'IT, dans le sens où faut pas venir nous voir pour du gros dev sur 6 mois qui nécessite 5 développeurs avec une méthode agile. On fait que du WordPress, on fait à 90% du WordPress, donc ça va être beaucoup de sites vitrines ou des WooCommerce jusqu'à 200, 300 produits. Mais par exemple, on fait pas de développement applicatif, et on va pas sur des technologies rares ou compliquées entre guillemets. Donc c'est plus on va être sur des sites
j'aime pas dire petit, mais voilà, petit, moyen, donc beaucoup de Petit ou moyen, pas de Magento par exemple, non, en voilà, site on va pas être e-commerce, dans des technos qui vont être utilisés plus par des grosses boîtes, des multinationales. Vous êtes plus exactement. centré sur du petit ou moyen, quoi. C'est ça. Petit D'accord. site, ça peut être Par, ouais. la petite landing page, ça peut être le mini site pour une opération particulière. Ou alors ce qu'on fait très bien, c'est des sites vitrines en B2B. Ça, on en vend énormément. Ou là, ça peut être des sites avec comme beaucoup de pages. Hein. Ça peut aller jusqu'à 100, 200, 300 pages, même en fonction des langues. Mais si vous voulez, l'enjeu technologique derrière, il est pas forcément énorme. Ça, on va plus, notre valeur ajoutée, elle va être vraiment sur la stratégie, sur le référencement naturel du on-site et sur le design aussi, bien sûr du site. Voilà. D'accord. Donc c'est quoi ton conseil? Il y a ça peut être un entrepreneur français ou une entreprise, une PME qui vient ouvrir l'Asie. Ils s'installent en Asie. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de tes services? Quel est l'avantage de bosser avec toi plutôt que s'ils ont déjà des partenaires en France, de faire le suivi avec leurs partenaires français? Qu'est-ce que tu leur conseilles et qu'est-ce que tu apportes en particulier? Comment tu te différencies? C'est vraiment sur la partie localisation du marketing. Alors déjà le choix des outils. Le choix des channels d'acquisition, même si alors on va prendre le cas de Hong Kong et de l'Asie du Sud-Est en général, ça va être les mêmes outils pour la plupart, c'est des outils western qu'on connaît. Donc Google, c'est 90% du marché, alors un peu moins au Japon parce qu'il y a encore des traces de Yahoo, mais bon, la bataille est gagnée depuis bien longtemps. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, très puissants dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Alors même s'il y a une montée en flèche de TikTok et LinkedIn sur du B2B. Donc si vous voulez, l'environnement de l'outil, il peut être souvent identique. Alors après, il y a des exceptions. Quand tu vas en Corée, il y a ou au Japon, il va y avoir Line qui est très puissant. Donc voilà, il y a déjà le choix du channel va être important. Donc Line, qui est une application de chat, une sorte de WhatsApp qu'on retrouve, donc qui est coréen et qu'on retrouve aussi à Taïwan, si je me trompe pas. Oui, très même en Thaïlande aussi, assez présent en Thaïlande, il me semble. Oui, exactement. Thaïlande, très présente au Japon, en Corée aussi, et effectivement, qui est une sorte de WhatsApp où tu peux faire de l'advertising, ce qui est pas forcément, ce qui est pas le cas de WhatsApp. On va pas rentrer dans les détails, qui est un petit peu, voilà, il y a quand même des choses intéressantes à faire. Donc voilà, déjà on peut les accompagner là-dessus, et ensuite derrière sur l'approche du message, il faut maîtriser quand même les codes culturels. Déjà au niveau design, il y a des différences énormes avec l'Europe. Hong Kong, suffit de regarder dans la rue les pubs, même pour des grandes marques, même pour des banques, c'est très cartooné, c'est très coloré. Ils ont aucun problème à même pour une banque à mettre un petit bonhomme en train de se marrer, alors que c'est ce genre de choses que tu vois très très peu tout à en fait. Europe. Donc ça, c'est vraiment différent. Il faut le maîtriser. Il y a des couleurs, il y a tout ce qui est même au niveau des chiffres, il faut faire. Enfin voilà, il y a plein de choses à maîtriser. Il faut faire attention sur cette partie-là. Il y a l'enjeu de la législation aussi. Enfin, ça c'est lié à la culture, mais je vais donner un exemple tout bête. Si tu veux faire un concours, sur Facebook en Europe, t'es pas obligé de. Enfin voilà, tu crées ton concours, t'offres un iPhone contre des likes ou contre X ou Y engagement. À Hong Kong, par exemple, tu vas rentrer dans le cadre de la législation sur les jeux en ligne, et donc il faut demander une autorisation. Mais ça, si tu le sais pas en arrivant, tu peux te faire retoquer par l'administration parce que tu as organisé un jeu concours sur Facebook. Ça paraît anodin comme ça, mais tu peux te faire embêter. Voilà, c'est le genre de détail. J'ai un autre exemple de localisation. Je me souviens pour un de nos clients dans les F&B, on avait benchmarké justement ce qu'ils faisaient à Hong Kong. Donc c'était une marque de grande distribution de conserves. On avait benchmarké Del Monte, qui est une grosse marque de conserve américaine qui vend, que tu trouves dans tous les supermarchés à Hong Kong. Et sur leur pub Facebook, ils avaient quand même fait des petits dessins de fientes, enfin des petits cacas qui bougent et qui parlent. Parce que les produits, le message derrière, c'était de dire que ça favorisait le transit. Mais tu t'imagines proposer ça en Europe. Non, mais il y avait aucun problème, il y en avait de partout. Ouais. Et ils boostaient la pub. Et voilà, parce que culturellement, c'est moins un problème
en Asie de parler de ce genre de choses. Ça va aller beaucoup plus vite que nous Européens où c'est limite tabou de parler de ça. Ouais, c'est vrai que je connaissais pas cette pub, donc ça me surprend un peu, mais d'un autre côté, c'est vrai que en Chine, souvent les gens quand ils ont la diarrhée par exemple, ils sont hyper décomplexés pour en parler, alors que c'est vrai que chez nous c'est un peu tabou, quoi. Tu vas pas dire à tes collègues aujourd'hui j'ai la diarrhée, quoi. Donc c'est ça. Ouais, je suis surpris, mais je comprends le truc à la fois. Ok, je te anecdote assez marrante. Ouais. Je te donne un cas extrême pour comprendre. C'est sûr que ça se limite. C'est pas là-dessus que tout joue, mais même dans l'approche marketing, par exemple, les rapports à l'argent, la façon dont ils vont consommer, est pas du tout la même qu'en Europe. Même les mécanismes que tu peux avoir sur du e-shop, par exemple, ils sont beaucoup plus friands, encore plus qu'en Europe, de coupons, de bons de réduction, de tout ce qui est lié à du jeu qu'en Europe. Donc une marque va pas forcément avoir la même approche, même en termes de tu vois, par exemple, souvent les marques de luxe elles font aucune sales, aucune réduction pour se donner une image. Mais en Asie, souvent, il faut même si tu vas targeter des gens qui ont des revenus extrêmement élevés, il va falloir considérer à avoir une approche de promotion que tu n'auras pas forcément en Europe. Voilà, donc nous là-dessus, c'est sur ce genre de choses qu'on peut aider sur toute la partie e-commerce, la logistique, les enjeux de droits de douane aussi. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on apporte de la valeur. D'accord, donc ouais, vous êtes vraiment un partenaire, vous allez beaucoup plus loin que juste faire un site web en fait, vous avez une expertise sur l'Asie, sur plein d'aspects du business, et surtout si vos clients sont des entreprises de taille petite ou moyenne, j'imagine qu'ils sont friands d'avoir quelqu'un qui les aide à démerder, si j'ose dire, toutes ces problématiques, quoi. Bien sûr. Et alors on va aider avec les services qu'on vend en direct, mais aussi le but c'est, moi je l'ai fait énormément, accompagner des entrepreneurs qui arrivaient de France et qui avaient besoin de développer l'Asie. Je vais les aider sur plein d'aspects derrière, de mise en relation avec d'autres partenaires en fonction de leurs problématiques. C'est ça l'idée. Après voilà, quand t'as passé 9 ans en Asie à faire que ça, c'est sûr qu'au bout d'un moment tu connais du monde et tu sais comment avancer. Donc ça fait partie de l'expertise. Oui. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc justement là sur le côté Chine, donc tes bureaux principaux sont donc à Hong Kong, donc avec quelques encablures de la Chine. Donc j'imagine que tu as des clients qui doivent être à cheval sur la Chine, sur d'autres pays, sur Hong Kong, sur d'autres pays, mais bien sûr sur la Chine aussi. Donc comment tu gères la chose? Tu nous expliquais que tu n'étais pas un spécialiste forcément de tout ce qui est WeChat. Tu travailles avec des partenaires. Comment ça se passe, quoi? Oui, alors quand le client sait exactement ce qu'il veut et que c'est déjà très clair dans son esprit de comment avancer sur la Chine et qu'il a les budgets aussi, parce que là, quand on parle de Chine, il faut parler budget en marketing. C'est quand même des très très gros investissements à chaque fois, parce qu'il y a l'aspect investissement média, mais il y a aussi tout un aspect setup qui est quand même assez lourd. Je veux dire, en Chine, si t'as pas une structure sur place qui fait du portage, tu peux pas ouvrir un compte. Enfin, je grossis un petit peu les choses, mais on est là, quoi. Donc c'est quand même et puis le marché est tellement énorme, tu peux pas arriver avec un budget moyen et dire je vois comment ça se passe. Donc sur les gros, là tu parles pour rentrer par exemple en e-commerce, essayer d'aller voilà. JD, peut-être ouvrir un WeChat Store, exactement, rentrer sur le marché chinois comme ça, quoi. Ouais. Exactement, c'est clairement des gros investissements. Donc quand on est en face d'une marque qui sait déjà ce qu'elle veut, ou en tout cas on est sûr qu'ils ont le budget et qu'ils ont vraiment envie d'y aller, et ben là donc on travaille avec cette agence qui est à Shanghai, et ça se passe très bien. Alors souvent les marques qu'on va avoir, elles vont vouloir faire la Chine et aussi le reste de la PAC. Donc nous on va monter à 2 sur les propals, l'agence à Shanghai sur la partie Chine et nous sur la partie reste de l'Asie. Après, quelqu'un qui veut attaquer la Chine, souvent quand ça va être des plus petites marques ou des startups, Hong Kong, ça peut être une bonne porte d'entrée et une bonne zone test. Alors, vu que les outils sont complètement différents, c'est sûr que c'est pas idéal. Par contre, si tu veux targeter de façon un petit peu grossière une audience proche de la Chine, en tout cas en termes de comportement, Hong Kong c'est le plus proche. Je dis pas du tout que les Hongkongais ont un comportement parfaitement identique aux mainlanders. Les mainlanders, ceux qui vivent sur la Chine continentale, il y a quand même un certain nombre de similitudes. Donc, le classique, c'est quand même tester le produit ou le service sur Hong Kong, et si ça fonctionne derrière, dérouler sur le reste de l'Asie du Sud-Est et sur la Chine. Ça, c'est une stratégie qu'on voit quand même très régulièrement. Ouais, avec des aspects plus simples sur Hong Kong, donc il y a pas de droit de douane à Hong Kong, comme tu dis, c'est plus occidentalisé, c'est plus simple sur pas mal d'aspects, mais avec des limitations, quoi. Le e-commerce à Hong Kong reste assez balbutiant, alors qu'en Chine, c'est presque plus avancé qu'en France, on peut dire.
Ah bah c'est complètement plus avancé qu'en France, et effectivement Hong Kong c'est un minuscule marché, ça c'est certain, donc c'est pour ça que ça fait plus objet de marché de test. Alors après c'est un petit marché de façon démographique, en termes de dépenses ça peut vite être un gros marché, notamment sur le offline pour le coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de mainlanders qui viennent consommer à Hong Kong. Donc par D'accord. rapport à sa proportion Enfin, démographique, il y avait, il par y le avait, passé, il y avait. cette année-là. Ouais, je crois qu'on parle de 60 millions de Chinois, donc du continent, qui viennent à Hong Kong tous les ans et qui font beaucoup de shopping. Voilà. Par le passé, pas mal de produits étaient moins chers, hein. Les marques de luxe, par exemple. Il paraît que ça commence un peu à s'équilibrer les prix. Mais bon, donc cette année Covid, c'est quasiment zéro chinois. Et donc tu parlais de offline, donc d'aller en magasin, quoi. Hong Kong est Exactement. plus connu pour ses shopping malls, toutes ces rues commerçantes, que pour son e-commerce. On est dans une ville qui est tellement concentrée aussi qu'il est presque plus facile d'aller au magasin en bas. On est dans une grande tour avec des magasins juste en bas. C'est presque plus simple de se faire livrer, quoi. Le e-commerce reste un peu en retard à Hong Kong, clairement. Clairement, pour la raison que tu viens de citer et d'autres aussi, notamment le fait que toute la partie digitalisation des paiements, elle s'est faite quand même bien en retard à Hong Kong, hein. Le cash a encore une importance énorme, contrairement à la Chine où tout est allé à 100 à l'heure. Mais effectivement, comme tu dis, à Hong Kong, quand tu as besoin de quoi que ce soit, tu descends et tu vas dans le premier mall et tu le trouves. Et c'est moins dans les habitudes. Après, les marques, justement pour targeter la diaspora chinoise, pour l'appeler comme ça, enfin en tout cas le mainlander quand tu es depuis Hong Kong, souvent elles vont mettre leurs moyens marketing à Hong Kong pour des raisons juridiques fiscales, et depuis Hong Kong elles vont faire du WeChat pour justement faire de l'awareness sur les touristes qui ont l'habitude d'aller consommer à Hong Kong. Bon, avant le Covid bien sûr. D'accord. Et maintenant, donc toi, tu es un spécialiste de Hong Kong, très clairement. Maintenant que tu as aussi une présence aussi sur Singapour, je viens de faire un épisode avec Adrien Bartel de Slick. On avait un débat un peu Hong Kong versus Singapour. C'est un débat assez classique. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Tu peux être dans des cas de figure où tu auras une entreprise française qui veut s'installer en Asie et où tu auras besoin de la conseiller où est-ce qu'il faut s'installer? Bah, c'est dur à dire en termes de ça dépend vraiment du projet. En termes de praticité, de création de société, vraiment sur les aspects administratifs, juridiques, fiscaux, ça se vaut. Clairement, c'est même souvent du copier-coller dans la méthodologie, même dans les taux de fiscalisation, c'est quasiment les mêmes. Donc après, ça a plus une logique de marché et aussi une logique d'industrie. Je pense que typiquement, si le but à terme c'est d'aller chercher la Chine, t'es quand même bien mieux à Hong Kong qu'à Singapour a priori. Après, Singapour est quand même beaucoup plus en avance sur tout ce qui est tech, à la fois du fait d'aides gouvernementales depuis 15 ans qui sont quand même beaucoup plus avantageuses que Hong Kong. Hong Kong a pris quand même un gros retard, même s'ils essayent de le rattraper avec des gros investissements depuis quelques années. Mais voilà, je dirais que la scène tech, la scène digitale est quand même un petit peu plus riche à Singapour qu'à Hong Kong. Voilà, mais après, encore une fois, c'est plus des logiques de marché qu'autre chose. Sinon, les environnements sont quand même extrêmement similaires, que ça soit le lifestyle, que ça soit la façon dont tu peux justement te créer un réseau et avancer. Les deux villes sont très proches. Donc, c'est vrai que la comparaison se fait souvent, mais au final, la preuve, nous, on nous avait conseillé les deux de façon égale. Voilà. Après, maintenant, avec l'environnement politique de Hong Kong, c'est sûr que si tu regardes les 10 prochaines années, le fait que maintenant il y ait une sorte d'instabilité politique, ça, c'est pas une bonne publicité pour Hong Kong. Faut être honnête. Ah ouais, tout à fait. Et, ouais. Même si le marché chinois reste là et que voilà, il est difficile mais incontournable de par sa taille. Mais ouais, non, tu corrobores exactement ce que nous disait Adrien la semaine dernière. Donc c'est super que vous soyez raccord. Ok. Et donc maintenant, donc t'es de retour en Europe, t'es à Genève. Donc tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Est-ce qu'il se passe des choses intéressantes en Suisse? Je crois qu'on parle de la vallée de la crypto, non? C'est ça? Oui, alors ça c'est un petit peu c'est en Suisse allemande. Donc moi je suis à Genève. Alors comment ça se passe ici? Très surpris en bien aussi de la scène tech. Alors j'étais venu un petit peu l'année dernière avant le Covid, quand il se passait encore plein de choses, pour voir un peu comment ça se passait, et j'ai vraiment été surpris en bien. Alors j'ai profité du réseau French Tech que tu connais très bien ici, donc French Tech Suisse romande, et super accueil. D'accord. Ouais, vraiment génial.
ils sont vraiment performants dans l'organisation des événements. Et justement dans mon industrie, je me souviens, je m'étais inscrit à un petit séminaire, une petite conf sur le référencement naturel, et j'avais été vraiment très très surpris du niveau. Je me suis dit mais c'est pas possible, il est en train de les perdre. Ça partait vraiment dans du technique, et en fait tout le monde comprenait parfaitement. Et il y a une éducation globale sur nos métiers qui est quand même très très avancée, et plus avancée qu'en Asie, en tout cas. Alors je dis pas que c'est Paris, mais voilà, il se passe beaucoup de choses. Ici, j'ai été aussi surpris en bien un environnement quand même assez favorable aussi au niveau administratif. Ça coûte quasiment le même prix de monter une boîte, une limited ici, et c'est assez rapide. Enfin voilà, on n'est pas du tout sur les lourdeurs administratives françaises. Voilà. Bon, après, c'est sûr que c'est pas Hong Kong, et surtout sur la partie privée. Moi, je suis rentré pour plusieurs raisons, mais une des raisons principales, c'était parce que j'ai eu un petit bébé, et je le voyais pas forcément évoluer à Hong Kong. Je voulais pas forcément le mettre dans le système hongkongais. D'accord. Plus des raisons familiales, perso. Ok. Ouais, un peu. Ouais. C'est plus ça qui a poussé le retour après 9 ans en Asie. Il y a d'autres raisons, mais bref. Et pour ça, c'est génial. Alors après, voilà, l'Asie me manque énormément, quoi. J'en rêve la nuit, hein. Je rêve la nuit que je me promène dans les rues de Wan Chai, quoi, où j'ai habité pendant 9 ans. Non, mais vraiment, j'ai les odeurs qui remontent. Non, mais c'est terrible, hein. Je me lève au milieu de la nuit, je mens pas, hein. C'est vraiment ce qui m'arrive depuis quelques semaines, hein. Et faire un tour au Chinatown de Genève, s'il y en a un, mais non, ouais, voilà. Peut-être au minimum. C'est ça. Depuis que je suis là, je suis allé une fois dans un resto vietnamien pour tester, qui était pas bon du tout, et que j'ai payé mon plat de nouilles 25 €. Non, c'est pour ça, faut vraiment profiter, parce que c'est sûr que quand on rentre en Europe, il y a plein d'avantages. On se rapproche de la famille, voilà, et le business aussi tourne ici, c'est super. Mais c'est sûr que il y a moins d'énergie. Voilà, c'est tellement magique, ces villes comme Hong Kong, Singapour, Bangkok, enfin toutes, hein, c'est une magie, une énergie qui est folle, et qui manque énormément quand tu rentres. Ouais, non, c'est plus reposant, c'est bien pour la famille, mais je peux comprendre le truc, quoi. En termes d'énergie, c'est pas la même. Et comment, donc la Suisse, comment tu te positionnes par rapport donc à ton activité en Asie? Est-ce qu'il y a des synergies intéressantes? Est-ce que tu as une proximité maintenant avec des clients européens, et où tu vas pouvoir leur apporter un service depuis l'Europe, mais en allant vers l'Asie? Oui, c'est exactement ça l'idée. L'idée, c'est de se positionner comme l'agence référente du marketing en Asie, à la fois sur la Suisse, et à la fois sur Paris et la France en général. Donc c'est vraiment ça notre positionnement, parce que on pourrait avoir un positionnement 100% local qui m'intéresse pas forcément, hein. On a pris des projets locaux, et c'est des très très beaux projets, mais l'idée c'est quand même de faire bénéficier de notre expertise Asie et du relais derrière. C'est vraiment ça le positionnement, et c'est pour ça que je suis là. Ok, d'accord, très bien. Une ou deux questions encore pour finir cette interview. Est-ce que t'as la question Mythbuster? Est-ce que t'as un mythe sur l'Asie ou sur Hong Kong, quelque chose que t'aimerais démystifier? Moi, je me souviens, en tout cas dans nos métiers, je me souviens quand on disait qu'on allait à Hong Kong depuis l'Europe. On disait tu vas dans le monde du futur, là-bas tu vas voir, ils sont tous ultra connectés, tout va à 100 à l'heure. Alors c'est vrai que c'est le cas, notamment en Chine, où les choses vont à une vitesse vraiment phénoménal. Moi je me souviens, je suis allé à Shenzhen en 2011, là j'étais retourné un petit peu avant de rentrer, mais la façon dont Shenzhen a évolué en 8 ans, c'est absolument délirant. Les changements qu'il y a eu, c'est à tous les niveaux sont assez fous. Mais pour en revenir à Hong Kong, en l'espace de quelques années, c'est passé d'être en retard par rapport à Hong Kong à quasiment en avance, quoi. C'est complètement. On est d'accord. Ça bouge très très vite. Ouais. Ça bouge très très vite au niveau de la recherche, au niveau des startups, même la façon dont vivent les gens, le fait qu'il y ait quasiment plus de cash, enfin c'est vraiment allé très très vite. Et à côté, Hong Kong dort, hein, clairement, elle dort sur ses acquis, et il y a très peu d'accélération technologique. Ils surfent pas du tout sur cette vague-là. Et justement, c'est un peu une ville je vais pas dire de rentiers, mais qui repose sur la finance et sur l'immobilier. Et c'est vrai que d'aller sur la tech, sur les startups, etc., il y a un virage à prendre que Hong Kong n'a pas encore totalement pris. Ouais.
Ouais, totalement. Ils ont fait des efforts, hein, clairement, et les choses vont mieux. Mais voilà, pour te dire, moi j'avais un petit peu cette image-là. Et en arrivant à Hong Kong, alors oui, taux de pénétration mobile le plus élevé du monde. Oui, je crois que c'était le nombre, la moyenne du nombre de smartphones par ménage la plus élevée du monde. Hein, je parle de Hong Kong. Mais par contre, faut voir ce qu'ils en font avec, quoi. C'est-à-dire que, bon, je dis pas que nous on a des comportements exemplaires avec nos téléphones et qu'on est tous toute la journée sur Wikipédia, mais je me souviens qu'on s'était fait la remarque en arrivant que les gens, ils passaient des heures et des heures sur des mini-jeux, et surtout c'était la qualité des sites internet. Et encore maintenant, la qualité des sites web, vraiment sur du marché très très local, est absolument catastrophique, quoi. C'est des vieilles technologies, ces années 2000, quoi. Et ça nous avait un peu surpris. Et même En termes de tech, en termes de design, un peu tout, en termes d'UX. Tech, design, UX, regarde même par exemple là récemment, l'année dernière, HSBC a refait tout leur site web. On part quand même dans une des plus grandes banques du monde. Ils ont quand même réussi à faire une plateforme moins performante que celle d'avant. Je veux dire, moi sur mon compte caisse d'épargne, je suis beaucoup plus à l'aise en termes d'UX, de navigation sur mon site que sur la caisse d'épargne que sur le HSBC Hong Kong. Ça c'est un exemple, mais ça nous a marqué régulièrement à ce niveau-là. Et même, je sais pas si tu as eu l'occasion, enfin j'imagine que si, je crois même que tu as vécu au Japon, toi, non, Raphaël? Un tout petit peu, j'ai passé quelques mois au Japon. Ouais. Et Japon, ça m'a fait un peu le même effet aussi. Un peu effet ultra connecté, mais asset internet très 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 à la bourre par rapport à ce qu'on connaît en Europe et par rapport aux US. Voilà, donc ça c'était une petite aparté. D'accord, donc très très connecté quelque part quand on regarde les stats et l'utilisation des smartphones, et les gens sont geeks quand même en général, ça on peut le dire, Oui. Mais à la fois pas forcément en avance en termes de tech. Voilà, il y a une dichotomie entre les deux, quoi. Faut différencier ces deux aspects, quoi. C'est un peu ça que tu veux dire. Ouais, exactement. Ouais, très bien. Ok. Non, c'est hyper intéressant. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Et donc dernière question pour conclure, donc la question signature, est-ce que tu as une astuce pour hacker l'Asie? Est-ce que à un moment donné dans ta vie perso ou en termes de business, est-ce que tu as trouvé d'un coup une astuce qui t'a permis vraiment une sorte de game changer, quoi, désolé pour tous ces anglicismes, mais ouais, alors c'est pas évident comme question. Enfin, il y a pas de formule magique et tout dépend de quoi on parle. Ça n'a pas forcément les mêmes enjeux sur du business que sur du setup privé. Mais moi, ce qui m'a marqué vraiment à Hong Kong et puis même là on le voit aussi à Singapour, c'est l'importance du réseau. On le dit pas assez vite, mais c'est vrai que en Asie, tout va beaucoup plus vite, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau réseau privé. C'est vraiment dommage de s'en priver, justement, de pas faire l'effort. Et ça nous a énormément aidé. De façon assez naturelle, mais je trouve que voilà, s'inscrire dans les bons réseaux en fonction de tes centres d'intérêt et de tes enjeux business, ça me paraît essentiel, et les choses vont vraiment très très vite. Alors que ça soit des réseaux locaux, et justement il vaut d'autant plus aller sur des locaux, mais aussi des réseaux d'expats. Il y a vraiment une entraide notamment entre Français à Hong Kong c'est une réalité. Ça va hyper vite, et t'as des gens très accueillants qui vont t'aider, que ça soit des organisations ou même en privé, qui vont t'aider à aller beaucoup plus vite et à choisir le bon partenaire. Donc ça, moi, c'est vraiment, voilà, en arrivant, faire l'effort un maximum, de rencontrer un maximum de personnes, de bien identifier les bons réseaux, et ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Je trouve que c'est hyper puissant. Voilà. Et là, je vois la différence en rentrant en Europe. C'est beaucoup plus lent. À Paris, à mon avis, en tout cas ici à Genève. Bon, après c'est une année Covid, mais tu sens que ici, on va beaucoup moins vite te mettre en relation, on va beaucoup moins vite t'ouvrir ton réseau, tes partenaires et tes bons plans qu'en Asie. En tout cas, voilà, c'est mon sentiment. Et d'accord. Ouais. on a réussi en partie grâce à ça. D'accord, parce que le réseau en Asie, c'est clair que c'est un concept hyper connu, très important quand on parle du Guanxi en Chine, et l'importance du réseau, de connaître des gens pour faire du business en Chine en particulier.
Là, tu parles de la vitesse aussi, donc c'est clair que en Asie, quand on arrive en Asie, on est toujours surpris par la vitesse d'exécution des choses, que les gens répondent aux SMS, aux emails du tac au tac. Donc ça, la vitesse, c'est clair on est tous d'accord là-dessus aussi. Mais quand tu parles de réseau, toi, t'es plus sur du réseau là, enfin pas le réseau à la chinoise, quoi. C'est plus le côté, voilà, de connaître du monde, même entre étrangers, quoi, que tout le monde un peu est des étrangers qui vivent voilà dans un pays étranger et que tout le monde s'entraide, qu'on peut rentrer en contact avec les gens, qu'ils acceptent de nous recevoir, de nous remettre en contact. C'est un peu ça que tu veux dire, hein? Oui, c'est ça. Et puis les organisations, les associations. Je veux dire, une association comme la French Tech par exemple, ça aide énormément. C'est des super relais. Je veux dire, tu t'arrives en Asie, t'as une start-up, faut immédiatement te faire connaître auprès des acteurs de la French Tech. Pour eux, de façon purement naturelle et pro bono, ils vont s'ouvrir leur réseau derrière en fonction de tes enjeux. Je veux dire, j'en vois encore souvent des fois qui sont à Hong Kong, coincés à Hong Kong entre guillemets depuis 4 ans et qui sortent d'un coup. Et là, j'ai une super solution. Bah, je pense que tu aurais gagné du temps à tout de suite venir dans ce type de réseau et à rencontrer du monde. Après, c'est sûr que des fois c'est une question de temps et voilà, ça prend du temps de développer ça. Mais c'est plus sur cet aspect-là. Et tu parles de rapidité et ça, alors ça justement l'exemple que tu viens de prendre, ça m'a fait tilt. Un truc qui m'a choqué en revenant à Genève, c'est que c'est vrai qu'à Hong Kong, tu laisses pas un email non répondu plus de 4 heures, quoi. J'exagère un peu, mais Hong Kong, si t'as pas répondu le lendemain, on pense que t'es mort. Ici, ça peut répondre un mois après. Il y a pas de problème. Enfin, je grossis vraiment de trait, hein, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que ici, moi, j'envoie des emails à des leads ou même à des prestataires, même des prestataires à qui je demande des devis pour m'aider sur certaines choses. Ils me répondent 15 jours après, ou ils me passent un coup de fil 3 semaines après. Ou pas du tout. Hein. Ouais. En France cet été, bon, l'été c'est peut-être encore pire, quoi. Voilà. Malgré la récession qu'on a cette année, on m'a pas toujours répondu alors que j'étais client, donc non, je corrobore. Tu vois, et Hong Kong, ça n'existe pas. Je veux dire, Hong Kong, t'as une obligation. Ça va vite. Ils ont faim aussi, quoi. Les gens ont faim, quoi. C'est vrai que le business. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça. On parlait de l'énergie tout à l'heure. Bon, il y a l'énergie de la ville, l'énergie que tu peux avoir dans ta vie privée, sur ton lifestyle, qui est génial, mais aussi dans le business, ça va à 100 à l'heure, quoi. C'est pas pour rien qu'on se retrouvait tous au bout de 12 mois, 24 mois avec des énormes cernes et qu'il fallait trouver un équilibre. On est tous passés par là. Il y a peut-être d'autres raisons là. Il y a pas que la rapidité du business là, je pense, pour les cernes, mais. Je suis d'accord avec toi, mais voilà, c'est vrai que faut suivre, quoi. Ça, c'est vrai que en Asie, tu fais des semaines tu peux vite retrouver des semaines à 10-11 heures par jour, alors que en France, en Europe, en tout cas, tu peux bien t'en sortir avec des rythmes un petit peu plus sains, quoi. D'accord. Donc un conseil concret, donc la French Tech. Donc je sais que tu nous as parlé de la French Tech qui t'a bien reçu en Suisse. Je sais que voilà, c'est un juste retour de balancier parce que je sais que tu as beaucoup investi dans la French Tech sur Hong Kong et Shenzhen. Et donc conseil vraiment intéressant, c'est quand on arrive en Asie, dans n'importe quel pays, il y a une French Tech qui est présente. Quasiment chaque pays d'Asie, je réfléchis, mais présente et active, et avec des groupes sur Facebook, des groupes WhatsApp, ou voilà, comme on l'a dit, selon à Taïwan, ça va être un groupe Line, et vraiment une entraide, quoi. On peut s'inscrire sur le groupe, poser une question, dire je cherche une usine pour tel produit, je cherche la meilleure agence digitale. Bon, la question se pose plus maintenant, tu viens d'y répondre, mais donc ouais, très 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 bon conseil, quoi, la French Tech. Ok. Ouais, bien sûr. Si t'es dans la tech et que t'es français, c'est sûr qu'il faut passer par là quand t'arrives en Asie. Après, il y a d'autres réseaux, mais ça me paraît indispensable. Ouais. Très bien, Vivian. Bon, super interview, hein, très très belle expérience, et je te souhaite une bonne chance pour la suite, même si je m'inquiète pas trop pour toi. À très bientôt. Merci. Merci à toi. Un grand merci et à très bientôt, Raphaël. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!